Alors, est-ce que la MDMA, ça détruit les neurones? Pour répondre à cette question, il faut d'abord que je fasse un point rapide sur comment fonctionne le cerveau et comment la MDMA agit dessus. Toute l'activité de notre cerveau, y compris l'état de conscience, mais pas que, circule en fait dans le cerveau sous forme de messages nerveux. Ces messages, ils passent de neurone en neurone au moyen de molécules qu'on appelle des neurotransmetteurs. Ce qui se passe, c'est que concrètement, pour transmettre un message d'un neurone à un autre, il y a un neurone qui va lâcher un neurotransmetteur et ce neurotransmetteur va être récupéré par le neurone voisin au moyen d'un site qui s'appelle un récepteur. Et pour répondre à la question, on va se focaliser plus précisément sur un neurotransmetteur en particulier, la sérotonine. Parce que du coup, la manière dont la MDMA fonctionne, c'est qu'elle force la libération de sérotonine, donc il y a un neurotransmetteur qui convoie un certain message. Et du coup, ça force la circulation d'un message en particulier. Et c'est en fait la circulation forcée de ce message qui produit cet état de conscience particulier qui est l'état sous MDMA. Donc on va sentir beaucoup d'empathie, beaucoup d'euphorie. On ne va pas être dans notre état normal. C'est parce qu'en fait, notre cerveau est saturé par un message différent de d'habitude. En temps normal, la sérotonine, ça sert à beaucoup de choses. Et je ne pourrais pas dire... toutes les choses auxquelles ça sert, je peux dire que ça sert à réguler l'appétit, l'humeur, le sommeil, beaucoup. Et d'ailleurs, on n'a pas des récepteurs à sérotonine que dans notre cerveau, on en a aussi dans l'estomac, dans tout le système nerveux, en fait. C'est quelque chose de très important. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est pas tant est-ce que la MDMA détruit les neurones, mais est-ce que la MDMA peut détruire les systèmes de communication entre les neurones. Et cette question, elle est importante parce qu'en fait, ce système de communication, notamment celui qui est lié à la sérotonine, eh ben, ça va nous permettre du coup de réguler notre appétit, notre humeur, notre sommeil. Si ce système de communication est affecté, si notre système sérotoninergique est éclaté au sol, en fait, généralement, on ne va pas très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a une certaine classe d'antidépresseurs qui fonctionne beaucoup en régulant la transmission de sérotonine, parce qu'il y a des pistes comme quoi les personnes dépressives pourraient avoir un problème avec ça. Alors donc, comment est-ce qu'on peut savoir si la MDMA est neurotoxique? La réponse, elle est en deux temps. D'abord, il y a la question, est-ce que la MDMA en soi est neurotoxique? Donc la question, elle est vite répondue. On prend des animaux, on leur donne des doses supratoxiques de MDMA qu'on ne donnerait jamais à un humain, et ensuite on les découpe pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, si on donne des doses, des supradoses de MDMA à un animal qui n'a rien demandé, effectivement, son système de communication entre les neurones qui passe par des câbles qu'on appelle les axones, il y a beaucoup de ces axones qui sont détruits. Ce qu'on observe aussi, c'est que si on laisse l'animal un certain temps de récupération avant de le tuer, il y a un certain nombre de ces axones qui sont reconstruits. Il y a une récupération. Par contre, les axones ne repoussent pas exactement au même endroit, ni en la même quantité. Donc il y a quand même un changement. Et comme on ne peut pas être dans la tête de ces pauvres animaux, on ne peut pas aller jusque-là, et on ne sait pas comment est-ce qu'ils se sentent à l'intérieur, on ne sait pas s'il y a un vrai rétablissement ou s'ils restent quand même affectés. Sur le cerveau des consommateurs et consommatrices, donc là il va y avoir un deuxième temps de réponse où on va voir ce que ça donne sur le cerveau des humains. Et là on va être obligé d'utiliser des méthodes moins invasives et plus éthiques. Donc notamment on ne va pas pouvoir donner aux humains des doses trop toxiques et on ne va pas pouvoir leur découper le cerveau pour voir ce qui se passe à l'intérieur. On va utiliser l'imagerie médicale et on va devoir se baser sur des indices. Notamment, on va compter certaines protéines, les CERT, qui sont liées à la sérotonine. Ces protéines liées à la sérotonine se trouvent sur les axones. Donc le postulat, c'est que si on voit les CERT, alors il y a des axones, et si on ne voit plus les CERT, alors il n'y a plus d'axones, et donc le système de communication est abîmé. Donc en étudiant comme ça par imagerie médicale le cerveau de consommateurs de MDMA, on a pu se rendre compte qu'effectivement,
peu après une prise de MDMA, il y a moins de CERT. Mais on ne sait pas pour autant si ça veut dire qu'il n'y a plus d'axones, ils ont été détruits, ou est-ce que ce serait plutôt une forme de protection de la part des CERT eux-mêmes, qui en quelque sorte se protégerait comme la peau se protège après un coup de soleil en bronzant. Ça ne veut pas forcément dire que l'axone lui-même a disparu, ça peut vouloir dire juste qu'il y a moins de ces protéines-là liées à la sérotonine parce qu'il y a eu un trop gros afflux de sérotonine juste avant. Ça pourrait être juste une réaction. Donc en fait, on ne sait pas si les axones sont détruits ou pas. On constate que lorsqu'on refait les mesures quelques semaines, voire quelques mois après, les CERT sont réapparus. Et c'est pour ça qu'il y a un questionnement sur qu'est-ce que veut dire réellement cette disparition. Si c'était réellement une lésion cérébrale, on peut penser que ça mettrait plus de temps à se remettre. Et ben on voit que cette densité, elle remonte pas complètement à la baseline, mais quasiment environ 8 semaines après la prise, ce qui d'ailleurs correspond à peu près au temps qu'on conseille minimal entre 2 prises de MDMA, et ce qui correspond à peu près à la tolérance de la MDMA, donc il y a quand même une certaine cohérence dans toutes ces données. Bon bref, en tout cas, on ne sait pas ce qui se passe exactement, mais le plus probable, c'est que quoi qu'il se passe, ce sont des changements qui sont réversibles et pas des lésions cérébrales irréversibles. Aux États-Unis, où c'est un gouvernement qui est plutôt alarmiste en ce qui concerne la MDMA, la Food and Drug Administration, qui gère les autorisations pour tout ce qui est lié à la nourriture et aux drogues, a autorisé la mise en place d'essais cliniques, ce qui laisse à penser que ce risque de neurotoxicité est quand même relativement faible. On parle bien sûr d'essais cliniques, donc des doses qui ne dépassent pas 125 mg, une seule dose, ou alors très espacée, de l'eau à volonté, etc. Ce qui montre qu'en fait la question n'est pas tant sur la MDMA elle-même, mais sur la façon dont elle est consommée. Par exemple, un point important, on a remarqué, grâce aux essais sur les animaux, qu'un facteur hyper important de neurotoxicité, donc vraiment de destruction des axones, c'est l'hyperthermie, c'est-à-dire la chaleur du corps qui monte pendant la prise. Plus la chaleur monte, et plus il y a un risque pour l'intégrité des neurones. Donc c'est pour ça que en fait, c'est vraiment important d'éviter les mélanges qui font remonter la température du corps, de s'aérer lorsqu'on est dans une soirée bondée, de faire des pauses quand on danse, etc. Pour conclure, la MDMA est sûrement neurotoxique, mais il est aussi probable que dans un cadre de consommation raisonnable et maîtrisée, donc en fait concrètement une consommation où l'on écoute et on met en pratique les conseils de RDR qui sont déjà propagés par toutes les assos, et ben, en fait il n'y a pas de dommages irréversibles au cerveau. Donc ces conseils, ça va être d'éviter au maximum de consommer des doses au-delà de 125 mg, parce qu'au-delà on ne sait pas ce que ça fait à l'humain. Si on a un TAS, de le fractionner, si on peut de le faire analyser, si possible d'utiliser plutôt de l'MDMA en cristaux. Ça va être de boire de l'eau régulièrement, sans non plus se noyer, parce que ça peut être toxique aussi. D'éviter les mélanges, y compris ceux qui font monter la température du corps, comme les mélanges avec l'amphétamine ou avec l'alcool. Ça va être d'éviter au maximum les consommations trop rapprochées, dans l'idéal attendre au moins 8 semaines, si possible plus. Et puis surtout, si on a l'impression qu'on pourrait avoir des dommages, si on constate des pertes de mémoire, des pertes d'appétit, des troubles de sommeil, ça ne veut pas forcément dire qu'on a le cerveau cassé, mais en tout cas c'est toujours signe qu'il est temps de faire une petite pause et de se reposer. Du coup, maintenant, on va aborder un peu la question des interactions. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est qu'une interaction ? Quelles seraient les substances avec lesquelles il serait déconseillé de consommer de la MD simultanément ? Une interaction, c'est quand on prend 2 produits psychoactifs à la fois et que donc chacun a un effet sur le cerveau et que l'effet de l'un va modifier l'effet de l'autre. Alors, pour aborder ce sujet-là, je me suis dit qu'il était plus simple de d'abord expliquer quels étaient les risques en général qu'on peut avoir à mélanger quelque chose avec de l'MDMA et ensuite de lister un peu quel produit est relié à quel risque. D'abord, dans les risques, le plus fréquent, je pense, c'est ce qu'on peut appeler le coup de chaud, ou le nom scientifique, c'est hyperthermie. En fait, c'est la température du corps qui monte. En fait, pas mal de risques de l'MDMA sont liés à cette augmentation de la température, qui peut ressembler à une grosse fièvre. Souvent, vous allez croiser en teuf des gens qui sont en sueur, qui ont très chaud.
Le problème de cette fièvre, c'est qu'elle est toxique pour le corps, elle est toxique pour les cellules, pour toutes les cellules de tous les organes, pour le cœur, pour le foie, pour le cerveau. Et donc on va éviter tous les produits qui participent à faire monter cette température, ou qui déshydratent, ou qui empêchent le corps de se réguler par lui-même. Donc si vous faites quand même ce genre de combo, il est vraiment conseillé de faire attention à boire suffisamment, même si pas trop, et pensez à prendre l'air si vous êtes dans une salle fermée, et à faire des pauses si vous dansez, pour vraiment laisser la température du corps redescendre. Un autre risque dont on parle souvent, c'est le syndrome sérotoninergique. C'est par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure avec l'afflux de sérotonine dans le cerveau. C'est une surdose de sérotonine dans le cerveau qui peut notamment survenir lorsqu'on prend trop de MDMA, mais aussi lorsqu'on la mélange à d'autres produits qui ont également une action sérotoninergique. Donc les symptômes sont fièvre, tremblement, anxiété, confusion. C'est très toxique pour le corps et dans les pires des cas, on peut carrément mourir. Donc il faut éviter au maximum de faire ce genre de mélange, mais si vous les faites quand même, il faut vraiment réduire les doses de chaque produit et avoir vraiment quelqu'un de fiable pour vous surveiller et appeler les secours au besoin. À savoir que le syndrome sérotoninergique qui mène aux urgences, c'est un peu sur un spectre, ça va être le bout du spectre, ça va être le pire des cas. Mais il va y avoir tous les symptômes un peu avant où la personne est juste un peu anxieuse, un peu confuse, un peu de fièvre, et il faut garder en tête que c'est pas parce qu'on va pas aux urgences que c'est pas toxique quand même. Il y a aussi les risques cardiovasculaires. Donc la MDMA a des propriétés stimulantes, ça veut dire qu'elle fait battre le cœur plus vite et qu'elle augmente la tension artérielle. Donc la mélanger avec des produits qui ont les mêmes effets, logiquement ça va augmenter les risques d'accidents cardiovasculaires. Donc pareil, si vous faites quand même ce genre de combo, vous essayez de réduire les doses de chaque produit. Encore un autre risque, c'est une potentialisation qui ne serait pas prévue. Donc on le sait, la MDMA peut avoir des effets visuels et mentaux très puissants quand on en abuse, mais aussi quand on la mélange avec certains produits. Donc parfois on prend ce qui se passe sans trop réfléchir, et ce genre de trip psychédélique peut être une mauvaise surprise. Donc même quand on s'y attend, ça peut surprendre aussi. Donc si vous faites ce genre de mélange, assurez-vous d'être dans un bon environnement et puis réduisez les doses de chaque produit. Et à l'inverse, il y a le risque de ne rien sentir et en prendre trop. Parce que les effets de la MDMA entrent en contradiction avec les effets subjectifs de pas mal de produits, et donc on va moins le ressentir. Ça peut sembler contre-intuitif, mais il faut être vigilant dans ce cas aussi, parce qu'il y a le risque du coup de prendre plus de chaque produit, et de payer les effets de toxicité qui, eux, ne sont pas annulés, s'il n'y a que les effets subjectifs qui sont annulés. Et en plus, ça expose un risque d'overdose si les effets d'un des deux produits cessent en premier. Par exemple, si vous buvez beaucoup d'alcool, vous ne le sentez pas beaucoup à cause de la MDMA, les effets de la MDMA s'arrêtent, et là, vous vous retrouvez beaucoup plus ivre que prévu. Donc si vous faites ce genre de combo, essayez de ne pas trop vous fier à vos ressentis, et de vous en tenir à des doses que vous aurez prévues à l'avance. Donc j'ai commencé avec les produits qu'il ne faut surtout pas prendre avec de la MDMA. Dans les médicaments, il y en a avec lesquels il faut absolument s'abstenir de toute consommation avec de la MDMA. Notamment le ritonavir, qui est un antirétroviral. Il empêche la MDMA de s'éliminer, donc ça peut vraiment mener à des surdoses très graves. Une catégorie d'antidépresseurs qu'on dit de type IMAO, qui font la même chose, empêchent la MDMA de s'éliminer, donc surdoses qui peuvent être extrêmement graves. Et globalement, je ne peux pas lister tous les médicaments avec lesquels il faut faire gaffe, donc c'est vraiment à vous, si vous avez un traitement, de vous renseigner par vous-même, ça peut vous sauver la vie. Alors ensuite, voilà, une fois qu'on sait ça, à chacun de faire ses choix. On a des cas de personnes qui vont décider de consommer quand même de la MDMA, malgré qu'ils soient sous traitement. Je pense que le plus important, c'est surtout qu'ils sachent les conséquences de ce qu'ils font, et qu'éventuellement ils soient prêts à assumer les conséquences derrière. Si j'ai des questions en fait sur ces interactions, si je suis sous traitement, où est-ce que je peux aller chercher de l'information, et comment est-ce que je peux savoir en fait? Eh bien, il y a plusieurs ressources possibles. D'abord, des ressources sur Internet d'autosupport. Tu vas voir l'application Action Traitement, qui est plutôt focalisée sur les traitements du VIH. Plus largement, donc, il y a ce projet auquel je participe, qui s'appelle Mixture avec un S.info, dans lequel vous avez trouvé pas mal d'informations. Et si vous ne trouvez pas dessus les informations que vous cherchez, ou si vous voulez en avoir plus, n'hésitez pas à vous diriger soit vers des médecins dont vous savez qu'ils sont compréhensifs, soit vers des structures de RDR dont vous savez qu'elles ont un pharmacologue ou un toxicologue, soit même à... Pourquoi pas vous emparer vous-même des connaissances en apprenant à lire une étude, en apprenant à utiliser les sites d'information médicale.
Voilà, les informations sont disponibles généralement. Il faut pas hésiter à chercher, à demander. Faut pas rester seul avec ces questions-là.